Bah, effectivement, quand on parle de data, je pense qu'on n'arrête pas d'en parler un peu plus tous les jours. On nous parle évidemment du futur, hein, l'intelligence artificielle, le retail média, le ciblage, la personnalisation. Il y a énormément de choses faisables. Et en même temps, on n'est pas tous nés avec un diplôme de data scientist. Souvent, on s'y met un peu sur le tard. Et puis, on s'aperçoit qu'avant d'aller faire des choses très poussées, des fois, il faut faire les bases. Alors moi, j'ai envie de vous refaire un petit panorama en 4 sessions avec vous en 2 jours sur un petit peu les bonnes pratiques de la small data. Parce que finalement, les basiques, ça paye aussi, ça paye beaucoup. On sait tous que, évidemment, notre volume de données explose, tout simplement parce que tout ce qui nous entoure devient connecté, notre ordinateur, notre montre, les bâtiments, les équipements, l'industrie. Et la réalité, la data, c'est un peu ça. Ça pique les yeux. On pense toujours à la data marketing, à la data produit, mais à côté, on pense à nos amis de la finance, on pense à nos amis de la supply, on pense à nos amis des usines. Finalement, c'est un peu le royaume des sigles, voilà, et c'est loin d'être évident parce qu'on se rend compte que la data, il y en a partout, on ne sait pas très bien où ça démarre, où ça finit, qui s'en occupe, qui la pilote, comment ça se structure, chacun en gère un petit peu au niveau de son métier. On s'aperçoit qu'en fait, quand on demande aux employés, il n'y a que 7% des employés qui se sentent en confiance avec leurs compétences data. Alors, bonne nouvelle, au Japon, ils sont à 5%. Enfin, je ne sais pas si c'est un joli record à avoir, et ça montre que voilà, c'est pas évident, ça fait un peu peur, on ne connaît pas forcément, des fois on a l'impression que c'est plus compliqué que ça ne l'est. La réalité, c'est si comme moi vous aviez voulu faire du marketing avant, c'était surtout pour ne pas faire de l'audit et de la finance, et donc de faire des chiffres. Aujourd'hui, on se retrouve à faire finalement de plus en plus de choses avec les chiffres, et c'est pas toujours évident. Et même au niveau du management, c'est un peu mieux, mais c'est pas si aisé que ça. D'abord parce que des fois, on croit qu'on comprend, mais on n'est même pas sûr que nos propres données sont bonnes. Donc c'est pas évident. Et puis, on se rend compte que finalement, des fois, on n'a pas le temps, parce que c'est long de récupérer la bonne donnée, de l'interpréter, etc. Alors là, en ce moment où le monde n'arrête pas de changer, on se rend compte que des fois, on va plus vite que la donnée, ou la donnée ne suit pas toujours, et qu'elle n'est pas toujours disponible ou fiable. On se rend compte que finalement, la donnée, c'est beaucoup d'actions, d'opérations à mener entre la collecte, le traitement, le stockage, l'exploitation, la mise à disposition à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc tout ça, ça nécessite plein d'outils. On a tous un legacy, on n'était pas tous nés dans le cloud, et c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce qu'il y a ce problème de data literacy. C'est finalement, quand on nous parle de choses, on comprend un peu l'idée, mais ce n'est pas toujours très clair, ce n'est pas toujours très précise. Et effectivement, demain, dans l'entreprise, on accompagne énormément de boîtes en ce moment en formation pour emmener leur RH, leur équipe, leurs employés lambda ou leurs managers, parce que voilà, il y a tout un tas d'usages et tout un tas de possibilités. Et des fois, on ne parle même pas la même langue entre les gens de l'IT, les gens des métiers, les gens du marketing. On adore jargonner dans la tech. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites cet effort-là, vous serez mieux payé, voire dans certains cas, vous allez être très chassé. Parce qu'on peut se dire qu'en ce moment, on va être très clair, les data scientists ou juste les gens en marketing formés à la data ou dans d'autres métiers, finalement, ils sont en train de tous se faire chasser. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas assez. La mauvaise, ça veut dire qu'à chaque fois que vous en recrutez un, quelqu'un d'autre va devoir en recruter un d'ailleurs et que tout le monde a pris 20% au passage. Mais effectivement, voilà, ça paye de se former. On voit même des fois des ingénieurs, je sais pas, en aéronautique, se reformer à la data ou au Python et tout simplement doubler ou tripler leur salaire. La réalité aussi, c'est qu'on va inventer plein de nouveaux jobs. Demain, autour de la data, alors on aura peut-être des Chief Metaverse Officers, je ne sais pas hyper sûr que ce soit super pérenne, mais on aura des Head of Gamification, des Chief Trust Officers, des Chief Automation Officers, ça j'y crois beaucoup plus, au niveau de la robotique ou de l'automatisation des workflows, des process avec le RPA ou des usines. Enfin, en tout cas, voilà, demain, ça va ouvrir tout un tas de perspectives. Je pense qu'on vous aurait dit il y a 30 ans que développeurs, ça allait être des dizaines de millions de personnes dans le monde. On nous aurait dit, t'as fumé. Bon, effectivement, demain, ça fera peut-être partie du boulot de tout le monde. C'est clairement un des chantiers clés de la transformation digitale. On en avait identifié 7 quand on a publié ce guide de la transformation digitale, et clairement, la data, et vous voyez, à gauche, ça démarre par cartographier ces données existantes. Ça démarre par unifier ce qu'on a déjà, avant, à droite, d'aller sur des sujets d'IA, de machine learning et de prédictif. La réalité, c'est que ce n'est pas juste pour le marketing. C'est aussi pour le commerce. Demain, si je veux faire un magasin autonome, si je veux automatiser ma supply, si je veux faire du paiement biométrique, si je veux sécuriser mes paiements, si je veux optimiser mes prix en temps réel, en ce moment avec l'inflation, il y a intérêt, l'IA et la data vont m'aider à pouvoir faire ça mieux, plus précisément, finalement plus vite et mieux que ma concurrence. C'est un petit peu l'enjeu. Et évidemment, on est toujours tenté de regarder du côté des nouveaux joujoux et des nouveaux gadgets en oubliant finalement avoir un bon référencement,
avoir une application qui se load vite ou qui fonctionne bien sur le mobile, faire juste des ciblages assez basiques, mais le faire systématiquement, faire du A/B testing, c'est pas la révolution, mais finalement, est-ce qu'on prend le temps de le faire? Pas forcément. Finalement, c'est ça aussi qui permet de gagner des petites victoires, et on le voit sur les pure players e-commerce, par exemple. Il nous parle un peu moins des Cannes Lions et des grands prix de la créativité, il nous parle un peu plus d'optimiser chaque étape du parcours et gagner un demi-point de performance, de conversion à chaque étape du parcours client. Finalement, c'est démarrer d'abord par une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette donnée? La donnée, c'est super, c'est qu'un outil. Finalement, est-ce qu'on sait quel cas d'usage? Est-ce qu'on a identifié les cas d'usage qui ont le plus de potentiel et peut-être les quick wins les plus simples à faire? Est-ce qu'on sait quelles données on a, d'où elle vient, dans quel format, comment on va la sélectionner, la spécifier, la représenter? Et finalement, ça pique un peu les yeux, c'est cette gouvernance data. À gauche, on a plein de métiers. À droite, on a plein d'outils métiers, de logiciels. Et au milieu, on a de la donnée. Cette donnée, va falloir la capter, va falloir la traiter, va falloir l'analyser, va falloir la nettoyer dans certains cas, va falloir la stocker, la sécuriser et idéalement l'utiliser pour automatiser les choses. Et là, on voit que ce n'est pas évident parce que la DSI fait ce qu'elle peut, on a peut-être une direction data, est-ce qu'on a des interlocuteurs dans les métiers qui comprennent le sujet? Qu'est-ce qui est du rôle de la DSI? Qu'est-ce que du rôle des métiers dans cette structuration? Ce master data management, ce n'est pas évident. On le voit quand on parlait de collecter, nettoyer, modéliser, analyser, visualiser et stocker, on a tout un tas d'outils et de technologies. Et tout le monde nous dit, non mais moi, ma plateforme, elle fait tout, elle est meilleure, elle se plug. Tout le monde a envie d'être la couche ou une des couches ou une des briques. Et on voit bien que c'est à la fois tentant de vouloir tout unifier, en même temps, est-ce qu'on veut être dépendant d'un seul logiciel ou éditeur, d'une seule suite, d'un seul intégrateur? C'est loin d'être aisé. Et puis en quelques années, en quelques mois, des fois tout change. Entre les rachats, les pivots, des fois on fait des choix, puis 3 ou 4 ans après, on se dit ah non, en fait, on n'aurait pas dû prendre telle ou telle solution. C'est très ingrat, très dur de faire les choix techniques. Et puis, les outils, c'est bien, mais si on n'a personne pour les exploiter, on ne va pas aller très loin. Alors on peut utiliser plein de cabinets, ça aide énormément, mais à un moment, il faut aussi avoir des compétences en interne pour piloter tout ça. Piloter tout ça au niveau architecture, au niveau sécurité, au niveau exploitation de la donnée. Et donc, recruter ces profils-là en ce moment, c'est dur, c'est compliqué. Déjà, recruter, c'est dur, mais recruter des profils data en ce moment, je vous garantis que c'est loin d'être évident. Et effectivement, il y a un peu une flambée des salaires. Et puis, des fois, la data, c'est aussi bête qu'avoir de la bonne donnée. C'est, est-ce que l'adresse est correcte? Est-ce que l'information est bonne? Est-ce que je n'ai pas des doublons dans ma base de données? Finalement, c'est cette master data, est-ce qu'elle est propre? Et là, c'est là où des cabinets comme Equancy avec la solution Wiser, par exemple, vous permettent de gagner énormément de prix, comme ici chez Monoprix, tout simplement pour saisir les données. C'est aussi bête que ça. Est-ce que je perds du temps? Est-ce que ma donnée saisie, captée auprès des clients, elle est bonne, elle est correcte, elle est bien rangée, elle est bien structurée? Parce que sinon, je vais avoir plein d'erreurs dans les traitements que je vais pouvoir faire derrière. Cette donnée, je vais la stocker. Et effectivement, toutes les technologies du cloud, c'est la bonne nouvelle, nous permettent à la fois de gagner en coût, en résilience ou en robustesse, en termes de sécurité, en termes de backup, etc. Et donc, d'un seul coup, on peut stocker beaucoup plus de données qu'avant. Finalement, si on n'a pas les bonnes solutions, le risque, c'est quoi? C'est que nos employés, nos collaborateurs nous contournent à l'IT, à la DSI, à la data et fassent leurs propres outils. C'est un peu la force du SaaS. Le truc il marche pas, je vais prendre ma carte bleue et je vais m'abonner sur un petit outil, je vais aller faire mes trucs. Donc on voit bien finalement le risque, évidemment, c'est si on ne donne pas les bons outils, s'ils ne sont pas aussi suffisamment simples à utiliser, c'est que tout simplement les gens fassent à leur sauce et qu'on perde le contrôle, qu'on ait des fuites de données parce qu'on a des sets ou des datasets qui se baladent un peu à gauche et à droite, qui n'a pas forwardé un fichier Excel avec WeTransfer à une agence ou un collaborateur, mais tout ça demain, ça va quand même devenir très problématique. Et puis cette donnée, tout le monde en rêve, c'est de la valoriser. On se dit tous, ça a de la valeur, la donnée. Oui, ça a une valeur potentielle si elle est utile, si elle est exacte, mais encore faut-il l'exploiter. Alors évidemment, tout le monde se dit, demain, peut-être qu'on peut, alors on ne va pas la vendre, mais on peut louer l'accès à cette donnée, on peut la valoriser, on peut la monétiser, tout le monde y pense, mais ce n'est pas finalement si simple, ça paraît un peu théorique, et on se rend compte qu'on a le RGPD, des obligations légales, et que ça ne va pas être si simple que ça. Et on voit qu'effectivement, il faut des ressources internes, il faut des budgets. Ça prend du temps de faire un cahier des charges, un appel d'offres, de sélectionner un intégrateur, un éditeur, de déployer les choses. En fait, on est quasiment toujours avec 2-3 ans d'inertie. Je ne parle même pas quand on est à l'international. Et puis, c'est compliqué.
On va être franc, des fois les éditeurs nous vendent aussi un peu du rêve et dans la réalité derrière, ça devait faire tout. On se rend compte que oui, il y a plein d'options payantes, il y a plein d'intégrations à mettre, il faut trouver les cabinets pour le faire. Finalement, pour valoriser ces données, est-ce qu'on est sûr que déjà ces données sont fiables, sont qualitatives? Est-ce qu'elles ont été centralisées? Est-ce qu'elles peuvent être accessibles via des API, des web services? Est-ce qu'on a l'organisation interne avec la gouvernance qui va bien? Et puis est-ce qu'on arrive à gérer ce stack techno, ce mix de plateformes, de différents éditeurs, de différentes époques, pour pouvoir piloter tout ça? Finalement, l'enjeu, il est clair, c'est de devenir data-driven. Aujourd'hui, on est encore un peu estomac-driven. Des fois, on pense, on croit, on imagine, et puis on ne se rend pas toujours compte, finalement, de qu'est-ce qui fait du sens ou pas. Et là, toute la difficulté, c'est qu'on a la vision du CDO, ou du DSI, ou du Chief Data Officer, et puis on a la réalité des utilisateurs. Il y a la théorie et la réalité. Il y a la stratégie, le central, le siège, et puis il y a le terrain, les magasins, les points de vente, où on voit que c'est pas aussi simple, ça marche pas exactement comme prévu, et des fois ça peut être des choses très terre à terre. Est-ce que j'ai le bon terminal pour pouvoir consulter l'application? Est-ce que si ça marche que dans un ordinateur qui est, on va dire, dans les coulisses et qu'il n'y en a qu'un pour 200 employés, on va pas aller très loin. Donc là, il y a vraiment cette difficulté d'avoir une vision stratégique et en même temps d'intégrer au maximum les utilisateurs dans les interfaces, dans les usages, dans les workflows des applications. Finalement, l'idée de la data-driven entreprise, c'est quoi? C'est savoir mieux et plus précisément plus vite. Si je sais mieux ce qui se passe sur le marché, si je comprends mieux les attentes de mes clients, si je comprends mieux surtout en ce moment les évolutions de la demande, de la concurrence en termes de prix, en termes de logistique, je vais pouvoir réagir plus vite, anticiper mieux et puis pourquoi pas automatiser certaines tâches et certains process. Je vais pouvoir du coup libérer des capacités financières ou humaines pour me concentrer sur de l'innovation, sur du service client. Je vais pouvoir enlever des tâches à faible valeur ajoutée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Suez nous disait finalement, penser que la transformation data est une affaire de technologie, c'est une erreur. La data, c'est d'abord une problématique métier. C'est un petit peu comme avant où on se disait, on a de la data en centrale, demain c'est, ou du digital en centrale, demain c'est tous les métiers se digitalisent. Demain, tous les métiers ont de la data et vont devoir apprendre à jouer avec. C'est effectivement de penser objectif business, parce que sinon on peut vite tomber amoureux de la technologie pour la technologie sans se demander vraiment le but et l'objectif ou le ROI. Pour certains autres, c'est s'organiser différemment. C'est Total qui lance sa Digital Factory, c'est de se dire ça devient tellement core business, en fait, cette data et cette tech, qu'on doit l'intégrer en interne, ce qui n'empêche pas de bosser avec des cabinets, mais en tout cas, on doit avoir une masse critique d'experts en interne pour pouvoir piloter les choses. Chez Walmart, juste pour info, ils viennent de lancer 2 nouvelles équipes data et IA. Ils vont recruter 5000 personnes à Atlanta et Toronto. Ça vous donne un peu l'ordre de la manœuvre. Bon, ils ont 2,1 millions d'employés, donc ça aide. Chez Pernod Ricard, qui était déjà intervenu chez nous, finalement, eux nous ont dit, notre vrai sujet, c'est de réussir à recruter et fidéliser les profils. Et un bon moyen de le faire, c'est d'accélérer le recrutement. Aujourd'hui, ils peuvent décider en 2 jours ou 2 semaines pour recruter un profil data, là où normalement, ils mettent plus de 2 mois. Ça ne coûte pas plus cher, c'est pas beaucoup plus compliqué parce que la réalité, on ne passe pas 2 mois sur un profil. Donc vous voyez, des fois, pour attirer, c'est faire mieux que les autres dans la façon de traiter ou de gérer. Finalement, c'est trouver le bon rythme. Si on va trop vite, on va perdre nos équipes. Si on ne va pas assez vite, c'est le marché qui va nous dépasser. Et donc, c'est chez Coca ou Google où ils nous disent 70% de notre temps, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, 20% on pique les idées des autres BU, des autres pays, de nos concurrents, et 10% on fait vraiment des trucs risqués. À vous de trouver le bon ratio, mais c'est intéressant de se fixer un ratio et de se mettre d'accord avec les équipes. Parce que la pire des décisions, c'est de rien faire. Je pense qu'aujourd'hui, on y pense tous, on en parle tous. Maintenant, qui est capable de faire avancer les choses ? On n'a plus de budget, c'est la crise, c'est l'inflation, c'est le Covid, c'est l'Ukraine. C'est compliqué, c'est dur, mais à un moment, si on ne saute pas à cette étape-là, ça va devenir très compliqué demain quand nos concurrents sont plus rapides, plus automatisés, plus rentables et plus efficaces que nous. Et je terminerai juste avec cet exemple d'Arnaud Flag, j'aime beaucoup, qui est un ancien client, qui a travaillé chez Henkel et L'Oréal, avec qui il avait proposé ce projet, qu'il a refusé à l'époque, qu'il rachètera peut-être très cher plus tard. Ça, c'est un vrai data-driven business. Prose, c'est quoi? C'est du shampoing personnalisé. Il a inversé tout ce qu'on savait. C'est-à-dire, normalement, on produit un produit en masse, on le distribue en masse en faisant de la pub de masse. Arnaud, il a fait l'exact opposé. Sa société a été lancée il y a 4 ans aux États-Unis. Il fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il veut faire 250 millions en 2025. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose 120 questions, 120 data points à ses prospects.
Ils fabriquent sur mesure chaque bouteille de shampoing, donc complètement changer le process de fabrication. Il n'y a aucun stock, aucune immobilisation financière. C'est sur abonnement avec une marge et un business beaucoup plus rentable. Personnalisation, fabrication à la demande, itération en temps réel, zéro déchet, abonnement. Finalement, voilà, des fois, on peut reprendre des business existants. Shampoing, ça paraît pas le truc le plus innovant du monde, et complètement réimaginer les choses si on est capable de le piloter par la data. La bonne nouvelle, c'est que si on fait ça, je n'ai pas dit que c'était simple, le pire, c'est qu'on peut être non seulement rentable, mais plus rentable que la concurrence, et effectivement, faire les choses un petit peu différemment. On va s'arrêter là. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure en début d'après-midi pour resuivre un petit peu ce parcours du b.a.-ba de la data. Et je vous laisse entre de bonnes mains pour être inspiré, pour le coup, sur les usages un petit peu à venir. Merci à vous.